Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi d'être en votre compagnie en ce jeudi 20 novembre. Installez-vous confortablement, voici les titres. À la suite des célébrations de la fête nationale, une réunion consulaire s'est tenue à l'hôtel Hermitage ce mercredi. Parmi les thématiques abordées, entre autres, l'économie, la finance et la justice. Nous serons pour développer tout cela avec Isabelle Béraud-Amadei. Bonsoir Monte Carlo, voici le titre du spectacle proposé en clôture de la fête nationale hier au soir au Grimaldi Forum. Un hommage à l'iconique Joséphine Baker. Enfants et aînés se sont réunis autour d'un quiz pour être incollables sur la principauté, un moment de partage intergénérationnel. Les footballeurs de l'AS Monaco sont solidaires de la No Finish Line, comme vous allez pouvoir le constater. La Luxury Society met en relation des professionnels du luxe et des étudiants. Le but, permettre à ces jeunes qui rêvent de travailler dans le luxe d'élargir leur réseau. Le Théâtre des Muses propose une adaptation moderne d'Hamlet de Shakespeare. Et enfin, coup de projecteur sur l'exposition du restaurant du Quai des Artistes entre courbe féminine et féline. C'est une tradition depuis plusieurs années. Une réunion consulaire se tient en principauté au lendemain de la fête nationale. Une réunion organisée par le département des Relations extérieures et de la coopération. Et nous sommes à l'hôtel Hermitage où se trouve la ministre Isabelle Béraud-Amadei. Bonsoir. Bonsoir Fabien. La fête nationale est un moment important pour la population, mais c'est un moment important pour vous également en tant que ministre du département des Relations extérieures et de la coopération, parce que c'est à ce moment-là que le cœur de la diplomatie monégasque se retrouve en principauté, c'est bien ça ? Effectivement Fabien, c'est pour nous une occasion unique de rassembler à la fois tous les ambassadeurs, que ce soit les ambassadeurs de Monaco à l'étranger et les ambassadeurs étrangers accrédités à Monaco qui viennent célébrer la fête nationale ici, et également tout le réseau consulaire qui est également invité pour se rassembler autour du prince souverain et de sa famille le 19 novembre. Et nous en profitons au département le lendemain, traditionnellement, le 20 novembre, pour tenir une réunion consulaire à destination de nos consuls de Monaco à l'étranger qui sont donc ici. C'est un moment toujours très important, à la fois formel et convivial, qui nous permet donc de pouvoir discuter et d'échanger avec eux. Alors justement, quel est le concept de cette journée ? Pourquoi avoir besoin comme ça de se réunir ? À quel point c'est important ? Mais c'est important parce que d'abord nous avons un réseau consulaire qui est très étendu. Nous avons actuellement 135 consuls honoraires dans 88 pays. Certains viennent de très loin et donc nous profitons, comme je l'ai dit, de cette fête nationale pour les réunir tous ensemble. Alors l'objectif est multiple. Tout d'abord, nous saluons toujours les nouveaux consuls honoraires qui ont été nommés dans l'année écoulée. Cette année, nous avons 4 nouveaux consuls honoraires, un à New Delhi, l'autre à Palerme, le troisième à Varsovie. Et pour le dernier, c'est la première fois, nous avons un consul de Monaco en Jordanie qui a été nommé par Son Altesse Sérénissime le Prince. Donc, nous saluons les nouveaux consuls et puis ensuite, bien évidemment, nous les remercions tous pour l'action qu'ils mènent au quotidien, j'allais dire, dans leurs différents pays, en vue de promouvoir la principauté de Monaco. Et puis enfin, c'est aussi une réunion qui nous permet de leur présenter les actions qui ont été menées pendant l'année écoulée, mais également celles qui viendront dans les prochains mois, les actions prioritaires qui seront menées par la principauté. Il y a eu des thématiques particulières aujourd'hui ? Effectivement, nous avons abordé des thèmes prioritaires pour la principauté. Pierre-André Capori et Samuel Vuelta-Simon ont partagé leur vision à la fois de la bonne santé de l'économie monégasque et de toutes les mesures qui sont actuellement mises en œuvre dans la lutte contre le blanchiment à Monaco. Nous avons eu un volet compétitivité, attractivité avec la déléguée à l'attractivité Ludmila Rakona-Le Goff et le Monaco Economic Board. Et puis enfin, un volet un peu plus solidarité, versé vers la solidarité, puisque, comme vous le savez, la direction de la coopération internationale a présenté cette année un nouveau
plan stratégique de coopération au développement pour les années 2025-2030. Et la directrice de la coopération internationale, donc Bénédicte Schulz, est venue partager avec les consuls présents ce nouveau plan stratégique. Pour finir, vous avez donné précédemment quelques chiffres sur la diplomatie à travers le monde. On peut dire justement que Monaco est partout dans le monde ? Monaco est partout dans le monde, c'est important. Nous avons un réseau diplomatique qui est assez petit, 16 ambassadeurs à l'étranger, 135 consuls. Mais je crois que ça fait partie de la soft power de Monaco d'être présent à travers ce réseau diplomatique et consulaire. C'est très important pour nous. Isabelle Béraud-Amadei, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, bonne soirée. Comme vous venez de l'entendre, de nombreux sujets ont été abordés lors de cette réunion, notamment l'économie, la justice et la fameuse liste grise du GAFI. Nous sommes avec Théo Schumer, bonsoir. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Oui, Madame la Ministre l'a dit, c'est un rendez-vous annuel important ici à Monaco, puisqu'il est comme une newsletter pour les consuls, si j'ose dire. 2h30 de conférences durant lesquelles on a passé en revue tout ce qui a marqué l'année en matière d'attractivité, d'économie ou encore de justice. Et justement, je vous propose un éclairage sur ce sujet de la justice, puisqu'à l'étranger, forcément, le placement de Monaco sur la fameuse liste grise du GAFI n'est pas la meilleure publicité que puisse avoir le pays. Mais Monaco a beaucoup avancé sur la question du blanchiment, notamment le secrétaire d'État à la justice Samuel Vuelta-Simon l'a détaillé en conférence et juste après nous avons recueilli son témoignage. Écoutez. Nous avons pu changer en termes de législation très rapidement avant même mon arrivée avec plusieurs textes qui visent à réprimer le blanchiment mais pas simplement, à permettre des mesures, des contre-mesures comme la saisie des avoirs que l'on suppose être blanchis. Nous avons mis en place une structure aussi pour servir à la lutte contre le blanchiment. C'est la création d'une section financière au parquet général de Monaco, qui est active, qui a été créée en janvier, qui est active depuis le mois de septembre. C'est aussi la volonté de rayonner judiciairement à l'international, c'est-à-dire de se rapprocher d'autres pays beaucoup plus que nous le faisions auparavant. C'est ce qui est en cours et je ne doute pas que l'issue puisse être favorable, en tout cas que nos efforts soient reconnus par la communauté internationale pour revenir au niveau des standards internationaux. Donc vous l'avez entendu, Monaco agit et avance pour améliorer son image à l'international, notamment sur le plan judiciaire. Du côté des consuls, que revêt pour eux cette réunion? Qu'en attendaient-ils? J'ai posé la question au consul honoraire de Monaco en Jordanie et à celui de Suède. Écoutez-les. Ça a été un lieu d'échange, d'autant plus que j'ai eu l'honneur d'être nommée tout récemment consul de Monaco à Amman. Ça m'a permis de rencontrer des collègues consuls, d'échanger sur leur point de vue, leur expérience. C'était très important de venir participer à cette conférence afin de pouvoir avoir des informations actualisées sur Monaco et de pouvoir les relayer une fois de retour. Cette opportunité de participer aux traditions monégasques, de se réunir autour du prince souverain et donner son soutien et son intérêt de ce qu'il fait. Et c'est déjà très important pour nous et très émouvant aussi de participer à ça. Le rôle du consul est souvent de promouvoir Monaco en tant qu'économie, mais c'est aussi des choses en général. Le point d'attractivité, j'attendais beaucoup parce qu'on a une nouvelle déléguée de l'attractivité. Et donc c'était très intéressant de savoir un peu comment elle pense sur ces lignes à suivre. Et c'était très utile en fait. Voilà, donc cette réunion des consuls conclue par le ministre d'État Christophe Mirmand aura été instructive. Les meilleurs progrès du pays leur ont été communiqués pour qu'ils les communiquent à leur tour. Bref, tout était fait pour servir encore et toujours le dialogue, la coopération internationale et améliorer la visibilité de Monaco à l'étranger. Vous avez pu suivre l'ensemble des célébrations de la fête nationale en direct sur Monaco Info. Et bien, comme le veut la tradition, mercredi en fin de journée a eu lieu la soirée de gala au Grimaldi Forum en présence du prince Albert II, entouré de membres de sa famille. Ils ont pu assister à la représentation de Bonsoir Monte Carlo. Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas un opéra à proprement parler, mais une grande revue qui rend hommage à la légendaire Joséphine Baker. Il faut savoir que nous célébrons cette année les 50 ans de sa disparition. José Sacré revient sur ce spectacle. Monte Carlo,
Bonsoir Monte-Carlo, c'était le titre du dernier spectacle de Joséphine Baker, créé à l'initiative de la Princesse Grace, au nouveau Sporting, à l'occasion du gala de la Croix-Rouge monégasque le 6 août 1974. Bonsoir Monte-Carlo, c'est le titre du spectacle magnifique conçu et présenté à l'occasion de la Fête nationale monégasque, une commande de l'Opéra de Monte-Carlo qui rend hommage, 50 ans après sa disparition, à Joséphine Baker. Paname, c'est un joli minois, c'est prendre parfois l'air d'une reine. Avec tes airs de grande dame, tu es le chic. Avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et des musiciens de jazz sous la direction d'Yvan Cassar, une mise en scène de David Livermore, Bonsoir Monte-Carlo a pour interprète principale une artiste d'exception, Rachel Valéry, dans le rôle de Joséphine, qui chante, qui danse et côtoie, au fil du spectacle de sa vie, des artistes parfois très jeunes qui l'incarnent, parmi elles une star de l'opéra, Pretty Yend. J'ai deux amours, mon pays est Paris. Bonsoir Monte-Carlo, c'est la vie de Joséphine Baker, de la misère à la gloire, avec toujours en toile de fond son optimisme sans pareil, sa bonne humeur, sa générosité et son amour immense pour ceux qui l'entourent et l'humanité tout entière, sans oublier la princesse Grace qui fut son amie. La princesse Grace qui accueillit Joséphine et sa très nombreuse famille alors qu'elle était presque à la rue. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de partir de cette petite fille à Saint-Louis qui rêvait au roi et aux reines, et qui a fini sa vie ici à Monaco avec les rois et les reines. Et voilà, c'était de dessiner cet incroyable parcours et d'être toujours dans ce qu'on imagine qu'a pu être son imaginaire, c'est-à-dire de ne pas chercher à restituer non plus la réalité, mais d'essayer de ressentir ce qu'elle a pu ressentir et de vivre les années folles et la guerre et tous ces moments importants de l'histoire de France et de l'histoire du monde, tels qu'elle a pu les ressentir, tels qu'elle a pu les incarner aussi. Bonsoir Monte-Carlo sera encore à l'affiche du Grimaldi Forum ce vendredi à 20h. Au lendemain de la fête nationale, enfants et aïeux se sont réunis autour des valeurs qui unissent la principauté. Ce moment de partage intergénérationnel a été organisé au centre Régnier 3 avec des élèves de l'école des Rêvoirs. Au programme, ateliers et quiz pour être incollables sur la principauté. Reportage d'Alban Gingembre et Alexa Vial. Plusieurs fois dans l'année, le Centre Régnier 3 organise des rencontres intergénérationnelles pour permettre à la jeunesse d'échanger avec l'ancienne génération. Des moments qui favorisent la citoyenneté et la transmission pour ces élèves de l'école des Rêvoirs. Ça nous permet d'apprendre des nouvelles choses, de leur rendre visite et je crois que ça leur fait du bien. Parfois ils nous racontent leur enfance. Ils nous disent leur âge. Ils nous disent qu'ils ont des enfants, comment ils s'appellent. C'est intéressant parce que c'est pas la même chose que nous. Et c'est pas la même mode de vie. Pour marquer la fête nationale, patients et enfants participent à des quiz sur la principauté. Ces rencontres sont aussi très précieuses pour les patients du centre. Ça permet un lien social avec une génération qui est complètement différente. Et donc, c'est vrai que ça occasionne un bien-être émotionnel. C'est quelque chose qui permet de maintenir le cerveau en forme. Chaque génération peut apprendre de l'autre. Ces rencontres permettent de faire disparaître les frontières le temps d'un après-midi. Sport, en basket, hier au soir, la Roca Team n'a fait qu'une bouchée de l'Asvel à Villeurbanne. 84-52, 32 points d'écart pour ce match d'Euroleague. Cela fait 8 rencontres d'affilée que Monaco n'a plus été battu par l'Asvel. Prochain rendez-vous, Salle Gaston Médecin en championnat de France face à Bourg-en-Bresse ce dimanche à 17h. La reprise de la Ligue 1, c'est ce week-end. L'AS Monaco se déplace à Rennes samedi pour le compte de la 13e journée du championnat avec peut-être le retour de Paul Pogba. Avant cette rencontre, les joueurs, mais aussi le staff et les salariés du club sont allés faire quelques tours à la No Finish Line pour afficher leur solidarité et apporter des kilomètres supplémentaires au compteur de cette course solidaire. Émilie Rousseau et Alexa Vial les ont accompagnés.
En courant ou en marchant, ils sont chaque jour des milliers depuis samedi dernier à s'engager pour la No Finish Line. Cette course, à la fois sportive et caritative, permet pour chaque kilomètre parcouru de reverser 1 € à l'association Children and Future. Aujourd'hui, la participation de l'AS Monaco a créé l'événement. Oui, c'est toujours un bonheur et un plaisir de voir que les sportifs et toute l'équipe nous soutient. On y tient, parce que puis on porte les belles couleurs de Monaco, donc c'est vraiment superbe. Franchement, puis ils sont nombreux quand même, donc moi je suis hyper contente. Et il y a de quoi être contente, car l'AS Monaco est venue en nombre pour participer à la No Finish Line. Plus d'une trentaine de personnes, des salariés du club jusqu'à l'entraîneur Sébastien Pocognoli et même la mascotte, Booba. Un peu plus tôt dans la semaine, c'est l'académie qui est venue contribuer à l'effort collectif. This season we could engage by the calendar, the timing, direction, head coach, players from the first team, also a lot of employees from AS Monaco. Again, shows also the spirit that we have in the organization. Being a sportive organization, we should be here. It's also a way to push our employees to run a bit, to make some exercises, and doing that, providing good support for a project like this one is very special, so we are very glad to be here. Thilo Kehrer, Jordan Tézé, Georges Ilenikena et Mamadou Koulibaly étaient également présents. Au-delà de l'image qu'ils peuvent porter sur les terrains, c'est cet esprit de solidarité qu'il était important pour eux d'afficher sur le circuit de la No Finish Line. Pour moi, c'est important. C'est pas la première fois que je le fais. C'est déjà la 3e ou 4e année que je réalise la No Finish Line au sein du club. Du coup, ça veut dire, titre personnel, je suis content de pouvoir aider cette association pour pouvoir aider les gens, les enfants, personnes d'handicap, ou aider scolairement, physiquement pour leur vie plus tard. Grâce à sa participation, l'AS Monaco a fait grimper le compteur de la No Finish Line qui a déjà dépassé les 220 000 km parcourus. Des euros en plus au profit des enfants malades ou dans le besoin. Voilà pour ce bel exemple de solidarité de la part de l'AS Monaco. Cette année, plus d'une centaine d'employés du club participent à la No Finish Line à travers l'AS Monaqueur. Forte de ses partenaires de marque, la Luxury Society permet aux étudiants qui rêvent de travailler dans le luxe d'élargir leur réseau. Des rencontres sont régulièrement organisées sous forme de workshops, conférences et événements de networking. Les détails dans ce reportage signé Alban Gingembre et Lionel Bernardi. Les futurs acteurs du luxe sont peut-être ici. La Luxury Society met en relation professionnels du luxe et étudiants pour faciliter leur entrée sur un marché qui en fait rêver plus d'un. C'est le cas de Vanille, étudiante à l'Université internationale de Monaco. Grâce à cette association, j'ai pu avoir mon stage chez Van Cleef & Arpels cet été où j'ai passé 3 mois. Donc pour vraiment encore, je suis un exemple que vraiment cette société est très bénéfique pour tous nos membres parce que voilà, j'ai réussi à avoir un stage dans une très belle maison de joaillerie. Donc moi, je suis vraiment très heureuse d'être présidente de ce club parce que je sais que j'aide encore plein d'autres membres et c'est ça le principal, c'est vraiment de les aider au plus, de les pousser au plus et de les faire rencontrer le maximum de personnes pour qu'ils débutent en fait très jeunes, pour qu'après ils sortent de l'école avec un immense bagage. J'ai eu l'opportunité d'organiser donc un très bel événement avec la SBM et avec le directeur général de l'Hôtel de Paris, ce qui m'a aujourd'hui permis d'avoir un très beau stage à la direction générale de l'Hôtel de Paris Monte-Carlo. Les 70 membres de la Luxury Society bénéficient de workshops, de conférences et d'événements de networking avec des partenaires de renom. Géraldine Biava, la directrice de Prada, qu'on avait invitée à faire une conférence à l'université directement. On a aussi reçu des personnes de la SBM, on a aussi reçu des personnes qui étaient dans l'automobile, dans le yachting, donc diverses industries pour vraiment enrichir une culture globale du luxe et pour leur montrer qu'il y a tout ce panel d'industries à explorer. Avec Monaco comme terrain de jeu, les étudiants ont toutes les cartes en main pour réussir dans le domaine du luxe. Au Théâtre des Muses, une adaptation moderne et poignante d'Hamlet revisite le grand classique de Shakespeare. Hamlet, la fin d'une enfance, plonge le public dans l'univers d'un jeune homme en plein deuil. Le reportage de Christina Petit, Thomas Deus et Bastien Pigeon. Au Théâtre des Muses, Hamlet, la fin d'une enfance, propose une relecture contemporaine du chef-d'œuvre de Shakespeare. Seul dans sa chambre, un jeune homme de 19 ans tente de comprendre la mort de son père en transformant son quotidien en scène de théâtre. Hamlet est remis au goût du jour, mais avec la force des mots de Shakespeare, un texte puissant qui résonne encore aujourd'hui, surtout à travers le regard d'un adolescent qui cherche à se reconstruire. D'abord, c'est de faire rencontrer la jeune génération, mais toute génération confondue pour ceux qui croient connaître Hamlet mais qui ne connaissent pas, enfin Shakespeare en fait.
Et ce qui est super intéressant, je trouve aussi pour la jeune génération, c'est que c'est très rock'n'roll comme spectacle. On traverse Björk, les Cure, on traverse Pink Floyd, il y a aussi Mozart, Gustav Mahler, donc c'est très musical. Et derrière ça, il y a aussi le langage. C'est-à-dire quel est le langage aujourd'hui avec TikTok, comment on communique, quel langage nous avons avec WhatsApp, avec les textos, confronté ou alors conjugué avec le langage de Shakespeare où on trouve carrément un mot par émotion en fait. Donc qu'est-ce que ça veut dire quand le langage peut s'appauvrir d'un côté? Est-ce qu'on peut exprimer tout ce qu'on ressent? Et quand on ne peut pas exprimer tout ce qu'on ressent, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? Et la pièce raconte ça aussi. Donc c'est aussi mettre à l'honneur les mots, le langage, la beauté de la langue par rapport à celle qu'on usite en ce moment. Une performance aussi physique qu'intime où guitare, marionnette et mobilier deviennent les partenaires de jeu d'un acteur qui incarne tous les rôles dans un lieu qui se veut intimiste car au Théâtre des Muses, le public est très proche. Du coup, chaque émotion devient encore plus réelle. C'est un ado qui aime bien Star Wars, c'est un ado qui aime bien les jeux vidéo, c'est un ado qui aime bien la technologie. Donc évidemment, c'est une aspiration qui est assez quotidienne. Moi, je suis un peu comme ça dans la vie aussi, donc évidemment, ça c'est facile. Et puis, c'est un rôle qui est complexe dans la forme, mais qui est tellement agréable à jouer parce qu'on peut tout se permettre. Voilà, c'est du pur théâtre, c'est-à-dire que la chambre devient un théâtre et tout est à inventer. Donc, on peut utiliser un trombone et en faire une épée, c'est génial, quoi. C'est-à-dire que c'est complexe sans être complexe. Pour celui-ci, c'est merveilleux parce qu'en fait, vous êtes dans la chambre. La scénographie est faite pour que vous ayez la sensation d'être dans la chambre d'un adolescent et de l'observer, de regarder par le trou de la serrure. Là, vous êtes vraiment sur le parquet de la chambre, donc c'est encore plus merveilleux. C'est-à-dire que le quatrième mur, on le casse très vite, il y a une vraie adresse publique, comme si on faisait partie de la même aventure, comme si ma mère qui me saoulait tous les jours à parler à travers la porte, c'était la vôtre. Et ça, c'est merveilleux. Donc oui, ça s'y prête complètement, on est très content d'être ici. Hamlet, la fin d'une enfance est à l'affiche au Théâtre des Muses jusqu'à dimanche. Et si les réservations en ligne affichent déjà complet, le théâtre invite le public à réserver directement par téléphone, car il reste encore quelques places pour ce week-end. Alors surtout, dépêchez-vous. Acte 2 pour l'atelier du Quai des Artistes. Le célèbre restaurant situé sur le quai Antoine Ier propose un retour aux expositions dans son établissement avec cette fois-ci l'artiste Harry James qui met à l'honneur le corps de la femme. Reportage. 18 toiles sont exposées au restaurant du Quai des Artistes, entre style classique et street art, entre acrylique et bombe. Harry James, dessinateur, peintre, sculpteur, accessoiriste. Il a été également décorateur à Disneyland Paris. L'artiste propose ici une exposition dont le titre est « Inconnu ». Ce sont des femmes anonymes dont on ne voit pas le visage ou partiellement. Auparavant, il était habitué à dessiner des têtes d'animaux sur des corps d'humains. Eh bien, cette exposition consacrée aux femmes est une première pour lui. J'ai une petite appréhension parce que c'est une première pour moi, mais sinon ça a toujours été une attirance naturelle pour le dessin et pour l'observation. J'ai l'impression qu'il y a comme une évidence chez moi. Il y a un portrait d'une femme blonde avec une mèche et qui sort un peu de l'ombre. Et pour moi, je la vois un peu comme, vous savez, ces images dans les reportages animaliers où on voit la lionne qui sort un peu de l'ombre dans la savane avec un peu d'ombre sur le visage et puis et cet œil perçant que je ne peins pas d'ailleurs. Et je ne peins pas, si vous regardez les toiles, je ne peins pas les regards de ces femmes. Le regard pour moi, c'est encore un autre niveau d'échange et je ne suis pas encore dans l'échange, je suis juste observateur pour l'instant. Des toiles représentant la féminité, mais surtout la félinité. Ici, on est loin de la femme-objet. Il se traduit à travers ces portraits une sensualité. On y retrouve des femmes fortes et indépendantes. Ça me fait plaisir que vous le remarquiez parce que c'est un peu le message que j'ai envie de véhiculer aussi. C'est cette force justement que je retrouve chez elle. Alors voilà, ça me fait vraiment plaisir parce que en fait, par exemple, même quand je peins une partie de clavicule, j'essaye justement de faire émaner cette force qui m'inspire tant. L'exposition Inconnue de l'artiste Harry James est à découvrir jusqu'au 11 décembre au restaurant du Quai des Artistes. Je vous propose, avant de nous quitter, de voir ensemble les plus belles photos de Manuel Vitali consacrées à la soirée de gala de la Fête nationale à l'occasion de la représentation de la revue dédiée à Joséphine Baker hier au soir au Grimaldi Forum. À suivre, la météo avec Théo Schumer. Théo, que vous retrouverez demain à la présentation. Passez une excellente soirée sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir.
Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service. Bonsoir à tous, c'est un temps très mitigé qui nous attend demain, conséquence d'une dépression qui arrive de l'ouest et qui va apporter avec elle de méchants nuages et surtout des températures hivernales. Demain matin, on commencera donc la journée avec une masse nuageuse qui deviendra de plus en plus dense au fil de la journée, apportant avec elle forcément de la pluie dès la mi-journée jusqu'en fin d'après-midi. Les températures seront quant à elles, je vous le disais, très basses. On attend 6 petits degrés en matinée et jusqu'à 9 l'après-midi, sachant que le ressenti sera encore plus faible étant donné l'absence de soleil, l'humidité et le vent qui fera également son retour. Et lui aussi, il montera crescendo. Le matin, on aura des rafales allant jusqu'à 45 km/h qui passeront l'après-midi à 60 km/h et le soir, elles pourront aller jusqu'à 80 km/h. Donc, soyez prudents. Pour vous rassurer un peu dans ce bain de mauvaises nouvelles, on retrouvera néanmoins des conditions plus clémentes dès le lendemain, samedi. Ce vendredi 21 novembre, nous fêterons la Sainte Marie, qui est avant tout, ne l'oublions pas, la fête chrétienne de la présentation de la Vierge Marie au Temple. Et puis nous célébrerons aussi la journée mondiale de la télévision, instaurée par l'ONU en 1996. Alors une petite pensée à tous mes collègues et confrères pour leur travail à votre service. Excellente soirée sur Monaco Info et je vous dis à demain soir pour le JT. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.